Bienvenue dans l'événement du dimanche, ravi de vous retrouver. Bonjour Sébastien Chenoux. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Une heure d'interview avec vous pour vous interroger. Vous êtes député RN du Nord, vice-rassemblement du Parti Rassemblement National. Non, vice-président. C'est court, ça commence mal. Ça commence mal, non, je vous assure que le programme est très chargé et on le sait, vous allez participer dans 2 heures maintenant à ce grand rassemblement qu'organise votre parti en soutien à Marine Le Pen. On a beaucoup de questions à vous poser sur l'organisation de ce grand rassemblement. Pas de coup de force, dit Jordan Bardella. Vous, hier encore, disiez que ce n'était pas une manifestation contre les juges. Néanmoins, on peut en douter. Est-ce sain, Monsieur Chenoux, aujourd'hui, dans une démocratie, d'organiser un rassemblement pour protester contre une décision de justice? Le Premier ministre en doute. Il le dit aux Parisiens, il le dit non, ce n'est ni sain ni souhaitable, puisque nos institutions organisent à la fois la séparation des pouvoirs et la protection de la justice. Bon, c'est vrai qu'on ne sait plus vraiment ce que pense François Bayrou, puisqu'en fait, il a l'habitude dans la même semaine, un peu comme dans son gouvernement, de dire une chose et son contraire le week-end d'arrivée. Bon, donc ça reste toujours très fumeux. Peut-être qu'il subit d'ailleurs les pressions du bloc central, qui n'était pas content du fait qu'il ait manifesté un certain trouble. Et c'est probablement ce trouble certain que beaucoup de Français ont ressenti. Vous pensez que quand il dit cela, ce matin aux Parisiens, il n'est pas sincère ? Ou insincère? Je pense qu'il essaye de contenir les gens qui le soutiennent, et parmi lesquels beaucoup ont trouvé que son expression se sentir troublé par la décision de justice que vous connaissez n'a pas plu. Voilà, et donc il essaye de raccrocher les deux bouts de ce bloc central qui ne veut pas dire grand-chose. Au-delà de cela, nous ne faisons pas, vous l'avez dit, une manifestation contre les juges. Nous respectons. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je rapportais vos propos. Voilà, nous ne faisons pas une manifestation contre les juges, nous respectons l'institution judiciaire, nous condamnons d'ailleurs les pressions qui pourraient avoir lieu, les pressions ou les manœuvres qui pourraient avoir lieu contre les juges. On attend de la justice qu'elle soit indépendante, qu'elle soit impartiale, c'est ça qu'on attend de notre institution, mais nous ne contestons pas l'institution. Par principe, d'ailleurs, nous ne contestons jamais, nous, les institutions. Mais au micro de nos reporters, pardonnez-moi, je fais une incise, des militants ont été interrogés. Pardonnez-moi, le message auprès de vos militants, auprès des gens qui votent pour le RN, n'est pas celui-là. Est-il bien passé? Oui, j'y viens. Nous contestons une décision de justice, mais ça, comme tout justiciable. C'est-à-dire que nous allons en appel. Quand on va en appel, c'est une façon de dire nous ne sommes pas d'accord avec la décision qui a été rendue, nous utilisons donc notre droit d'aller en appel. Mais nous contestons non pas une décision, mais une mesure d'application de cette décision, puisque je vous le rappelle, l'exécution provisoire, c'est-à-dire le fait de rendre inéligible immédiatement Marine Le Pen, quel que soit l'appel, eh bien, c'est une mesure d'exécution de la peine. Ça, nous la contestons, tout comme nous pouvons contester ou affirmer qu'il y a des juges, on l'a vu avec le syndicat de la magistrature, qu'il y a des juges qui ont un prisme politique, et nous considérons que cette mesure d'exécution, c'est-à-dire l'exécution provisoire, cette mesure d'exécution de la peine que nous contestons, tout comme nous contestons le fond de la décision qui a été rendue, eh bien, on en viendra elle a d'ailleurs un caractère politique. À votre stratégie en appel, changera-t-elle? Certains le pensent. Arlette Chabot. Oui, alors on n'entendra pas aujourd'hui dénoncer la tyrannie des juges, le carteron de magistrats, de procureurs qui se sont déchaînés contre Marine Le Pen. Aujourd'hui, on va dire quoi? On soutient juste Marine Le Pen? Il n'y aura rien concernant la justice? Non, mais je ne comprends pas très bien. Je le disais tout à l'heure, qu'il y ait des magistrats qui soient politisés et qui rendent des décisions, et cette décision, elle a manifestement, en tous les cas, un caractère politique, celle de l'exécution provisoire. Nous contestons le fond, c'est-à-dire que nous contestons la culpabilité de Marine Le Pen et du Rassemblement national dans ce dossier. Nous contestons ceci parce que nous considérons que les faits ne sont pas établis. Et nous allons le faire valoir en appel. Nous contestons, il y a 0 enrichissement personnel, 0 emploi fictif, mais nous contestons l'aspect détournement de fonds publics. Pour nous, il s'agit de l'utilisation d'une enveloppe financière donnée aux parlementaires européens. D'ailleurs, le Parlement européen ne subit aucun préjudice puisqu'il donne cette enveloppe à ses députés. Il n'y a pas de l'argent qui a été détourné. Donc nous contestons le fond. Il y a quelques missions quand même d'assistants qui posent question.
Oui, mais on pense ça, à c'est un un vrai débat. majordome, un... Non mais madame, ça c'est un vrai règlement que débat. vous n'avez pas respecté, c'est ça, au fond, le Non, problème. non, parce qu'en plus, le règlement auquel vous faites allusion a évolué entre le moment du procès et aujourd'hui. Donc, non, mais si vous voulez, c'est l'utilisation de l'enveloppe budgétaire, et ça c'est un vrai débat, parce que derrière, c'est la liberté parlementaire. Est-ce que lorsqu'on vous confie une enveloppe pour rémunérer des collaborateurs, vous avez la liberté de l'utiliser comme vous voulez ou pas? Et ça, c'est un vrai débat, et il pourra avoir lieu. Il a lieu d'ailleurs pour François Bayrou, comme il aura lieu pour Jean-Luc Mélenchon dans les mois qui viennent. Donc ça, sur le fond, on n'est pas d'accord, et donc on fait appel. Et vous Ça, faites- on fait appel. Mais en revanche, le caractère politique, il est dans l'exécution provisoire d'une magistrate qui dit « Je souhaite empêcher Marine Le Pen d'être candidate », elle l'écrit même, à la présidentielle, car elle serait condamnée, et ça créerait, formule qui n'existe nulle part dans le droit, un trouble à l'ordre public démocratique. Aucun texte, aucune jurisprudence, une invention, une lecture politique, politicienne, ça nous l'a contesté. Considérant qu'une candidate, possiblement élue, condamnée, poserait problème, en fait. Oui, mais C'est ça le trouble à l'ordre public ça, qui est évoqué. C'est pas à elle de le décider. C'est aux Français de décider si une candidate éventuellement condamnée ou pas d'ailleurs, parce qu'en appel on a vu des choses qui pouvaient beaucoup évoluer, eh bien pouvait être élue ou pas. Ça, c'est les Français qui choisissent. Les Français, ils ont choisi des présidents de la République très différents, avec des parcours très différents. Ils avaient même choisi, je crois, le général de Gaulle qui avait été condamné à mort par contumace. Donc vous voyez. Oui, Arlette. et le régime de Vichy. Soyons clairs, vous accusez les juges, c'est-à-dire vous pensez que les 3 magistrats qui ont pris ces décisions, sur des magistrats qui ont pris une décision politique, qu'ils appartiennent à un syndicat, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez la preuve? Je ne sais pas s'ils appartiennent à un syndicat. On sait que le syndicat de la magistrature, parce qu'on voit les résultats des élections dans le corps de la magistrature, rassemble aujourd'hui, je crois, un tiers. Ou un peu plus que des magistrats. Donc on sait qu'il y a une coloration politique d'extrême gauche très forte chez certains magistrats, chez un tiers des magistrats, on va dire. Je ne sais pas ce qu'il en est, et je ne fais pas de procès d'intention. Et on ne sait pas non plus, simplement... juste précision, parce qu'en préparant cette émission, on s'est interrogé, on s'est tourné notamment vers notre service, police-justice. À date, nous ne savons pas si ces 3 magistrats sont syndiqués. Vous n'avez aucun élément mais d'ailleurs, vous n'entendez pas ça, accréditer cette thèse. Vous n'entendez pas ça dans notre discours. Personne n'a cherché à savoir. Il y a un soupçon, là, vous jetez un soupçon. Parce que, alors oui, là je suis d'accord avec vous, il y a le soupçon d'un prisme politique à travers ce rendu, parce que justement, il est exprimé comme tel plusieurs choses, mais la première chose qui est exprimée, c'est ce serait dangereux, grosso modo c'est ça, dangereux que Marine Le Pen soit candidate à l'élection présidentielle. Elle créerait un trouble à l'ordre public démocratique qui n'existe pas. Parce donc ça, c'est une lecture politique. Mais... Et d'ailleurs, je le dis, c'est une lecture politique et morale, mais je ne suis pas le seul à le dire. Vous écoutez Madame Noëlle Lenoir, qui a été ministre de Jean-Pierre Raffarin, de Jacques Chirac, et qui a été membre du Conseil constitutionnel, qui est très éloigné du Rassemblement national. Elle dit c'est une lecture du droit qui est morale et politique, et non pas une lecture du droit classique. Vous écoutez l'Union syndicale de la magistrature, vous écoutez beaucoup de grands magistrats et d'avocats, Alain Jakubowicz, ancien président de la LICRA et adversaire politique du RN, qui dit on fait un mauvais coup à l'état de droit. Voilà ce que dit Jakubowicz. C'est intéressant parce que ce sont des professionnels du droit et ils considèrent qu'il y a une lecture politique comme nous le considérons. Pour que ce soit clair, si vous étiez un jour au pouvoir, vous interdiriez aux magistrats de se syndiquer ? Je pense que se syndiquer, oui, lorsqu'on est magistrat, ça me semble être quelque chose qui pose problème, qui pose question. Et vous l'interdiriez ? Écoutez, le débat est ouvert. Et pour les policiers, c'est la même chose, parce qu'on peut aussi s'interroger sur des policiers qui sont plutôt, certains syndicats plutôt proches de vous que de la gauche. Non, mais c'est pas exactement la même chose. Il y a des syndicats de gauche aussi dans la police, parce qu'ils ne rendent pas des décisions, les policiers. Oui, mais ils agissent et ils interviennent, et vous savez bien aussi qu'ils sont mis en cause de temps en temps, justement par la gauche, qui les accuse d'être de droite. Vous voyez, c'est compliqué. Ils ne rendent pas des décisions qui visent notamment à priver de liberté des Français, y compris priver de liberté des Français de pouvoir choisir leur candidat. En tout cas, la réflexion est en cours, vous l'avez dit, sur l'impossibilité ou l'interdiction qui serait faite aux magistrats de se syndiquer. Oui, je pense qu'il y a des professions dans lesquelles se syndiquer, ou en tous les cas revendiquer une appartenance syndicale telle que celle qu'on connaît, pose un certain nombre de problèmes, parce qu'elle nourrit des soupçons. Sébastien Chenu, je le disais, dans 2 heures maintenant, vous participerez à ce grand rassemblement, place Vauban, près des Invalides. Au même moment, a été décidé, après votre annonce, que la gauche écologistes et insoumis se réunissent, la place de la République.
Au même moment également, un meeting donné par le Bloc central. D'ailleurs, on a cru savoir que Gabriel Attal décalait sa prise de parole, sans doute pour répondre à la prise de parole de Marine Le Pen. Sur l'organisation de ce rassemblement, qui s'est fait rapidement, très clairement, vu les circonstances, est-ce que vous avez des craintes quant à des débordements, des renseignements de la police qui vous font craindre peut-être que, je ne sais pas, des participants de la manifestation de Place de la République puissent rejoindre, ou la sécurité va être totalement assurée? Encore une fois, moi j'ai confiance dans nos institutions, dans la préfecture de police de Paris. C'est une première pour nous que de nous rassembler en extérieur. Le Rassemblement national ne l'a jamais fait. Une manifestation de soutien à la démocratie, à Marine Le Pen, notre candidate. C'est aussi une façon de lui témoigner une certaine forme d'affection. Et je n'ai pas de raison de craindre que ceci tourne mal. C'est vrai qu'on est habitué à ce que l'extrême gauche vienne semer le désordre, vienne violenter la police, détruire, abîmer le matériel public. Ils seront place de la République et j'espère qu'ils sauront se tenir. Et à ceux qui craignent un Capitole bis, l'insurrection, évidemment, je fais référence à Washington, après l'élection de Joe Biden. Tout ça est non seulement totalement excessif, mais pas du tout la tonalité de ce que nous souhaitons, absolument pas. Je note que certains se sont posé la question en disant « mais quand même, est-ce que le Rassemblement national, est-ce bien sérieux, bien normal de manifester ?» Mais enfin, écoutez, pour des décisions de justice, rappelez-vous le comité Adama 2020, on était avec des mesures sanitaires contraintes, manifestation interdite. Des élus de gauche et d'extrême gauche, l'écharpe en bandoulière, manifestaient pour contester une décision de justice. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur de l'époque, n'y a rien trouvé à redire. Donc nous, on a une manifestation pacifique, démocratique, de soutien à la démocratie, de soutien à Marine Le Pen, une façon aussi de dire notre mécontentement. C'est vrai, nous revendiquons le fait de considérer qu'il y a une bascule dans notre pays, parce que si on veut priver les Français de la candidate qui fait la course en tête dans tous les sondages, vous les avez vus encore ce matin, évidemment, ça pose un problème de légitimité de l'élection présidentielle à venir. Parce que l'émission tout se joue aussi en direct. C'est un dimanche aussi très politique. Écoutons ensemble, à l'instant, Gabriel Attal, qui s'adresse à vous aussi, l'ancien Premier ministre, patron de Renaissance, qui le dit, vous allez manifester aujourd'hui contre les juges. Vous lui répondrez ensuite. Gardons intact cet attachement à la moralisation de la vie politique et à nos institutions au moment où elles sont contestées par l'extrême droite qui se réunit aujourd'hui pour attaquer nos juges, attaquer nos institutions. Oui, cette valeur de défense de nos institutions, de notre état de droit, malheureusement, elle devient singulière dans le débat public. Vous allez vous attaquer aux juges. Voilà ce que dit Gabriel Attal, applaudi par toute une salle. Il lui suffit d'écouter ce que je vous ai répondu tout à l'heure. Vous savez, nous avons dit que nous contestions en appel une décision de justice, que nous contestions la mesure d'exécution provisoire parce qu'elle nous paraît politique, mais que nous respectons les institutions. Et d'ailleurs, quand on a été, comme Gabriel Attal, membre, ou quand on est membre d'un parti politique comme le sien, qui a soutenu des gouvernements dans lesquels il y a eu toute une palanquée de ministres empêtrés dans des affaires, on se fait petit. On se fait petit. On évite de donner des leçons. Quand on a à ce point abîmé les institutions, on se fait petit. Arlette Chabot. La justice fonctionne bien, Sébastien Chenu. Vous dites en appel, nous avons contesté en appel. Ben oui, vous avez le droit effectivement de vous défendre en appel. Et on voit même que les magistrats ont anticipé cet appel et ont un peu accéléré le calendrier. Certains d'ailleurs se sont interrogés. Mais le Premier ministre aujourd'hui fait remarquer qu'effectivement lui aussi, les magistrats se sont rendus compte et ont bien pris conscience des conséquences de ces décisions de justice. Donc vous devriez applaudir. Tout va bien. Vous serez fixé pour Marine Le Pen, comme prévu en gros, avant l'été 2026, dans un an à peu près. Il y aura même peut-être la possibilité d'aller jusqu'à déposer un recours devant la Cour de cassation. Donc finalement, tout est normal. Tout va bien, c'est ça. C'est ça, tout va bien. Tout est normal. On pourrait priver les Français, les 13 millions d'électeurs de Marine Le Pen, de leur candidate à l'élection présidentielle. Tout va bien en démocratie. Parfois, c'est vrai, la justice va vite. C'est vrai que, par exemple, l'affaire Betaram, elle est allée assez vite aussi, la justice. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Ça veut dire que parfois, la justice est capable d'aller très vite parce qu'elle sait que ça crée un émoi dans la société. D'ailleurs, c'est ce que dit le premier président de la Cour de cassation. Oui.
quand il y a un émoi dans la société, la justice sait s'adapter. Et moi, je trouve que c'est plutôt appréciable. Voilà, donc vous voyez, c'est appréciable. Ouais. Parce que c'est un droit, mais Marine Le Pen, elle n'a pas moins de droits que les autres. Elle n'en a pas davantage, mais ça, on le sait. Mais elle n'en a pas moins que les autres. Donc elle fait appel. Ça crée un émoi dans la société, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque partout sur la planète, on a parlé de cette affaire. Ce qui n'est quand même pas tellement à l'avantage de la France, il faut bien le dire. Donc ça crée un émoi dans la société et même au-delà. La société s'adapte sur la mesure d'appel qui n'est que, j'allais dire, le classicisme de tout le déroulement. En revanche, ce qui est anormal, c'est qu'une mesure d'exécution provisoire qui rende inéligible Marine Le Pen, c'est-à-dire que demain, la semaine prochaine, il y aura une élection présidentielle, Marine Le Pen ne pourrait pas être candidate. Il y aurait des élections législatives anticipées en juin. Marine Le Pen ne pourrait pas y être candidate. Ça, c'est normal? Non, ce n'est pas normal, évidemment, parce que la mesure qui a été décidée, encore une fois, par les 3 juges, et en tout cas par la présidente, c'est une mesure qui a été à sa main, qu'elle n'était pas obligée de formuler et d'appliquer. Mais cette mesure d'exécution de peine, c'est un choix politique. C'est un choix politique et un émoi, vous dites, dans la société. Certes, en tout cas, ça a intéressé beaucoup, et peut-être que les audiences aussi sur les chaînes d'infos continu sont aussi le réceptacle de ça. Mais des sondages le disent aussi, 65% des Français ne se disent pas choqués par le jugement prononcé à l'encontre de Marine Le Pen. 54% pensent même que ce jugement est un bon signe pour notre démocratie. Ce sont aussi des chiffres et des enquêtes d'opinion qui parlent. Oui, mais je vais compléter. Un Français sur 2, 49% pour être très exact, disent qu'ils seraient choqués de voir Marine Le Pen ne pas pouvoir être candidate à l'élection présidentielle. Donc que les gens considèrent que la justice doit s'appliquer, nous contestons encore une fois cette décision de justice. J'allais dire, finalement, c'est normal, les Français considèrent que la justice doit passer. Nous, on conteste le résultat de celle-ci, mais la justice passe et passera. Maintenant, les Français sont choqués à l'idée que Marine Le Pen puisse être privée d'élection présidentielle. Et vous considériez que si elle ne pouvait pas y aller en 2027, le résultat et le vainqueur de l'élection serait... Rendez-vous compte. Illégitime. On tiendrait une élection présidentielle, la gagnerait, qui la gagnerait, qui les Français souhaiteraient. Mais on ne pourrait pas s'empêcher de se dire, cette élection, en tous les cas celui ou celle qui la gagnerait, est marquée du sceau de l'illégitimité parce que Marine Le Pen a été empêchée. Et si Marine Le Pen avait été candidate, le sort en aurait été différent. Mais le parti aura, et on en parlera tout à l'heure, aura un autre candidat. Donc au fond... Non mais les gens ne sont pas interchangeables. Madame Chabot, vous n'êtes pas interchangeable avec Madame Nataf. Enfin, j'ose espérer pour vous. Je ne sais pas, on en discutera. Non, mais je ne suis pas persuadé. Sinon, c'est Madame Nataf qui m'interrogerait ce matin. Donc c'est que vous n'êtes pas interchangeable. Les gens ne sont pas interchangeables. Personne ne l'est. Et la relation d'une présidentielle, c'est la relation intuitée, personnée entre une candidate et le peuple. Et ce n'est pas au juge de choisir. Si on devait choisir un autre candidat, c'est nous, Rassemblement National, qui en prendrons la responsabilité. Mais ce n'est pas au juge de dire aux Français, ce sera lui et pas elle. Oui, pas interchangeable néanmoins. Non. Une enquête d'opinion, encore une, nous a interpellés, vous l'avez sans doute lu avec attention comme nous, dans la Tribune dimanche, sondage Elav pour BFM TV. Pas interchangeable, mais néanmoins, scénario pour la présidentielle, vous le voyez, 32% pour Marine Le Pen, 31,5% pour Jordan Bardella, pardonnez-moi, à chaque fois le RN est en tête. Mais néanmoins, ça me semble... donc du coup, ça ne nous semble pas être empêché, ça marche. C'est la marque RN qui fonctionne. Mais nos idées nous dépassent. Nos idées, elles sont solidement ancrées dans la société française. Il y a un tiers des Français, comme au moment des élections législatives, qui dès le premier tour se positionneraient pour le candidat ou la candidate du Rassemblement national. Mais est-ce que ça vous donne la clé de l'élection présidentielle? Non, parce qu'on sait que c'est un rapport, encore une fois, entre un homme ou une femme et le peuple français. Ce rapport, il peut être extrêmement différent selon les moments, selon la personnalité de la candidate ou du candidat. Donc là encore, ils ne sont pas interchangeables, même si aujourd'hui, la solidité de notre bloc nous montre que nos électeurs sont rassemblés dès le premier tour, et ça on parle du premier tour, derrière le candidat ou la candidate qui porterait nos couleurs. Et si vous nous permettez cette observation juste, de manière assez saisissante, je ne sais pas si on peut parler de problème, Bardella, mais vous avez du mal quand même à considérer cette option-là. Marine Le Pen, interrogée lundi soir, dit que c'est un atout formidable. Si, oui, le RN n'aura pas à l'utiliser, cet atout plutôt que nécessaire. Le visage un peu crispé quand cette option est envisagée. C'est quoi? Il est trop jeune? C'est sa jeunesse qui est en cause? Quand on se prépare pour quelque chose dans la vie, c'est pas pour faire autre chose. Quand Marine Le Pen se prépare pour être candidate à l'élection présidentielle, c'est pas pour être
député, sénateur ou autre chose que cela. Elle se prépare à l'élection présidentielle. Jordan Bardella se prépare à diriger un gouvernement, se prépare à prendre en main les rênes d'un gouvernement. Ce n'est pas la même préparation, ce n'est pas le même rapport aux choses, aux institutions, aux Français, à un programme. Ce n'est pas le même parcours. Marine Le Pen, elle ne se prépare pas depuis 6 mois, elle ne se prépare pas depuis 2 ans, elle se prépare depuis 15 ans, 20 ans à cette élection présidentielle. Donc c'est un long chemin. Jordan Bardella se prépare depuis quelques années maintenant à devenir son Premier ministre. Ce ne sont pas les mêmes préparations, ce ne sont pas les mêmes profils, ce ne sont pas les mêmes qualités, ce ne sont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses chez chacun. Mais ça voudrait dire peut-être qu'on pourrait inverser. Vous dites chacun se prépare à une tâche, peut-être que finalement, nécessité fait loi, si j'ose dire. Marine Le Pen pourrait être la première ministre d'un Jordan Bardella élu président. Non, à partir du moment où elle se prépare à gouverner le pays, à présider le pays. Non, j'ai bien compris. Vous dites non. À partir du moment où elle se prépare à présider le pays, c'est pas pour faire autre chose. C'est parce que Marine Le Pen, au fond, comme elle l'a dit, a tissé un lien particulier avec les Français. C'est le moins qu'on puisse dire. Que Jordan Bardella n'arrivera pas à faire la même chose. Il a tissé un autre type de lien aujourd'hui. Il est d'ailleurs en train de le tisser et de le développer. Jordan Bardella était chez moi à Valenciennes. Dans une journée, il y avait 2000 personnes qui sont venues pour la dédicace de son livre. Il y a un lien qui est en train de se construire. Marine Le Pen, ce lien, il est ancien et je crois qu'il est fait aussi de ses échecs, il est fait de ses douleurs, il est fait des trahisons qu'elle a subies. Marine Le Pen, c'est une femme que les Français connaissent depuis si longtemps, qu'ils ont vu affronter sous les moqueries, sous les crachats, sous le harcèlement judiciaire, affronter l'adversité. Et je crois qu'elle démontre en cela qu'elle est prête pour ce rôle, qu'elle est prête pour cette fonction. Qu'elle soit prête, d'accord, mais là encore, on a ouvert le placard à archives, on vous a reçu avant le jugement du 31 mars, vous et d'autres, disant votre sérénité quant à ce jugement. Même Marine Le Pen, la veille disait « Je ne pense pas, c'est impossible que les juges aillent jusque-là ». Manière de dénoter une forme peut-être aussi d'impréparation de votre camp à ce jugement. Si en appel, la condamnation est confirmée. Est-ce qu'il n'est pas peut-être le moment de se dire préparer et mettre Jordan Bardella sur des rails, à moins que vous nous disiez que vous ayez un autre candidat en tête aussi. Non, mais madame, si vous voulez, il est absolument impossible d'imaginer autre chose parce que les attendus de la décision rendue par la magistrate sont absolument délirants. Elle nous dit par exemple, il y a un risque de récidive. Marine Le Pen n'est plus députée européenne et n'est plus présidente de parti politique. Comment voulez-vous qu'elle récidive si tant est qu'elle ait fait quelque chose que nous contestons? C'est totalement délirant. Mais c'est pas totalement la même faute. Ce qu'elle veut dire, pardon, et je ne suis pas porte-parole évidemment de la magistrate, mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle dit que dans la mesure où on ne reconnaît pas une faute, une erreur qu'on dit ou qu'on sciemment on ne respecte pas un règlement, ça veut dire peut-être que demain, dans d'autres affaires, vous n'auriez exactement la même attitude de ne pas respecter le règlement. Non, parce que d'ailleurs, tous les avocats le disent. Je crois devoir citer encore Alain Jakubowicz, qui dit effectivement, lorsqu'on est dans un procès, la partie qui est accusée se défend et explique qu'elle n'a pas commis, parce qu'elle a cette sincérité d'expliquer qu'elle n'a pas commis ce qu'on lui reproche. Et Marine Le Pen est venue avec un certain nombre d'arguments. Ces arguments n'ont pas porté probablement. Ça ne veut pas dire qu'en cour d'appel, ils ne porteront pas, parce que vous avez eu des décisions de cour d'appel qui parfois, je pense par exemple à Alain Juppé, qui avait été inéligible 10 ans en première instance, 1 an en seconde instance. La cour d'appel peut être sensible. D'ailleurs, pourquoi il y a un appel? Pourquoi ça existe l'appel? Parce qu'un jugement de première instance, ou en tous les cas une cour de première instance, peut s'être trompée, peut avoir mal jugé, peut avoir une argumentation, avoir mal entendu ou pas entendu ou refusé d'entendre une argumentation qui sera évidemment peut-être beaucoup mieux entendue ou beaucoup mieux exposée la fois d'après. Certains s'inquiètent parce que vous organisez là une manifestation alors qu'au fond, la justice va continuer et vous avez le droit effectivement à un procès en appel. Si une condamnation comparable, identique, était prononcée par la cour d'appel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler aux émeutes, aux défilés non, mais c'est pas le genre dans de la rue? raison. Non, mais sérieusement, quelle serait la réaction? Mais nous ne nous mettons pas, encore une fois, dans cette disposition d'esprit, parce que nous considérons que nous allons faire valoir notre bien fondé, notre innocence, que ce débat, il a commencé, mais il est loin d'être fini, finalement, et qu'il va aussi probablement durer dans la société française 1 an. Donc nous nous mettons dans l'idée de gagner évidemment l'appel et que justice soit rendue à Marine Le Pen et qu'elle puisse être au rendez-vous avec les Français en 2027. C'est, je crois, ce qu'on doit aux Français aussi. On a entendu Gabriel Attal et d'autres. Et vous, Sébastien Chenu, comme d'autres de votre parti, Jordan Bardella aussi, êtes le symbole
aussi de cette dédiabolisation, de cette normalisation du Rassemblement national. Vous avez porté cette voie-là et vos idées gagnent la société très clairement. Vous êtes en tête de toutes les enquêtes d'opinion. Est-ce que vous n'avez pas peur, la crainte aussi que cet épisode, les propos de certains dans vos rangs, ne sapent un peu tout ce travail et que finalement, on a l'impression de réentendre le Front National d'il y a quelques années. Encore une fois, oui, dans les mots, contre les juges, contre la justice, contre l'état de droit. Entendu contre les juges. Je n'ai à aucun moment vous peut-être pas de cela. Il y a des juges politisés, mais ça n'englobe pas l'institution. Vous peut-être pas, encore une fois. Qui font très bien leur boulot dans notre pays. Puis il y en a qui, évidemment, ont une lecture politique des choses. Jean-Philippe Tanguy dans l'Assemblée. Cette semaine, un carteron de procureurs et de juges. Voilà, il y a des juges, il y a des magistrats qui poursuivent un but politique. Et on l'a bien vu, puisque leurs motivations, elles ne sont pas cachées, elles sont même écrites, elles sont politiques. Elles visent à empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Au-delà de ça, oui, il existe dans notre pays une oligarchie, un système, une élite, appelez ça comme vous voulez, qui passe son temps du barrage républicain jusqu'au parti unique à se renvoyer l'ascenseur. Pourquoi ? Pour préserver leurs intérêts, ce que les Français appellent souvent leur place, en réalité, au détriment de l'intérêt du pays, de l'intérêt des Français, de l'intérêt même du débat d'idées, simplement. Eh bien oui, ça, nous ne ressemblerons jamais à ces partis politiques qui passent leur temps à se renvoyer l'ascenseur, qui se recyclent, qui trouvent des planques aux uns lorsque les autres sont élus et les uns sont battus. Non, on ne ressemblera jamais à ce système. En revanche, nous sommes attachés aux institutions et nous ne donnerons pas les coups de boutoir que donne l'extrême gauche dans nos institutions, nous les renforcerons. Mais vous faites partie du système aujourd'hui, non, avec un groupe parlementaire, pourquoi le premier de l'Assemblée. Vous êtes dans le système politique. On est élus, on est dans les institutions. Mais bien sûr, dans les institutions, mais en quelque sorte, pour les Français, vous êtes dans le système politique. Est-ce qu'on peut être encore anti-système quand on est... Madame, nous n'avons renvoyé l'ascenseur à personne et les seuls comptes que nous avons à rendre, ils sont à nos électeurs. Nous rendons des comptes à nos électeurs. Nous sommes élus sur un programme et d'ailleurs, bien souvent, on nous a fait le reproche d'appliquer ce qu'il y avait dans notre programme. On nous disait, mais enfin, vous censurez ou vous refusez de censurer, etc. Oui, parce que nous, on porte des idées, on a été élus sur des idées. Et quand dans notre programme, il est écrit qu'on est contre la désindexation des retraites, on censure un Premier ministre qui veut désindexer les retraites. Donc vous voyez, nous portons des idées quand les autres défendent des intérêts. Un retour sur le plateau de l'événement du dimanche, toujours avec notre invité Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, qui dans quelques heures maintenant se rendra au grand rassemblement de soutien à Marine Le Pen. Elle prendra d'ailleurs la parole. On évoquait ce procès en appel à venir à l'été 2026 environ. En parallèle, votre allié de l'UDR, Éric Ciotti, a visiblement dans les tuyaux l'intention de déposer à l'occasion de ce qu'on appelle sa niche parlementaire du mois de juin prochain, je crois bien, une proposition de loi pour faire que on abroge l'exécution provisoire en matière d'inéligibilité. Est-ce que selon vous, cela a des chances de passer ? Écoutez, si une majorité à l'Assemblée nationale faite de sincérité et de courage se lève, oui. Si les macronistes, au lieu de venir nous dire à l'oreille « nous sommes d'accord avec vous, mais on ne le votera pas parce qu'on n'en a ni le courage, ni... » Certains vous l'ont dit. Mais bien sûr. Bien sûr, j'aurais l'élégance de ne pas les citer, mais il y a des députés macronistes qui nous disent, bien entendu, il faut sortir de ça. Tout ceci nous amène notamment à une défiance vis-à-vis du monde politique, mais à des injustices énormes. Mais je crois que, moi je ne désespère pas, je crois au courage, en la sincérité des hommes et des femmes politiques, et il est possible de trouver un chemin. Possible de trouver un chemin quand un Jean-Luc Mélenchon également dit son opposition à l'inéligibilité avec exécution provisoire. Vous allez espérer convaincre. C'est pas que j'espère. Même si au Sénat, j'attends ça pourrait être plus compliqué. J'attends rien d'eux, j'attends rien de la France insoumise. Mais Jean-Luc Mélenchon a pour lui, dans le cas présent, de livrer une analyse qui est raccord avec ce qu'il pense. Il dit exactement ce qu'il pense, ces mesures d'exécution provisoire. Et on l'a vu dans notre histoire immédiate, Madame Barège, députée maire de Montauban, qui avait été déchue de son mandat en appel avec exécution provisoire. Elle a perdu du jour au lendemain son mandat de maire de Montauban. Et elle a fait appel. Elle a été blanchie en appel. Elle n'a pas retrouvé son mandat de maire de Montauban parce que les dégâts sont irrémédiables et que, à l'occasion d'une présidentielle, une telle sanction infligée à Marine Le Pen
causerait des dégâts irrémédiables. La présidentielle ne se représente pas immédiatement, et donc Marine Le Pen, se priver de cette élection présidentielle, ce serait évidemment un choc démocratique. Et sauf que la mobilisation d'aujourd'hui, vous nous l'avez expliqué, mais contestée par certains, on a vu du côté des Républicains qui s'interrogeaient aussi sur la décision de justice, et avec la manifestation, ils disent non, et ils diront non, effectivement, sur le vote de cette PPL, parce qu'on ne va pas sauver Marine Le Pen. C'est quand même problématique de leur demander de voter ce texte. Vous avez raison, c'est toute la problématique entre avoir des principes, et quand vous avez des principes, ils s'appliquent à vos adversaires. Donc nous avons des principes. Mélenchon ou Laurent Wauquiez seraient privés d'une élection présidentielle pour ce type de raisons que nous prendrions fait et cause pour qu'ils puissent se présenter devant les Français. Mais nos adversaires... Même s'ils organisent une manifestation dans la rue. Même s'ils organisent une manifestation. Regardez, François Fillon, ils avaient organisé une manifestation parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc nous avons des principes. Le problème, c'est que nous avons des adversaires politiques dont les principes sont juste valables pour leur gueule. En fait, pas pour l'intérêt général. Les principes qu'ils ont, ils sont à géométrie variable. Quand ça les touche, c'est des grands principes. Quand ça touche les autres, on peut s'arranger. Éric Ciotti, voyez-vous, lui aussi, il a des principes. Et il va le démontrer à travers la proposition de loi qu'il dépose. Mais vous ne comptez pas forcément là-dessus pour sortir Marine Le Pen de l'ornière. On comprend bien que... Nous comptons sur toutes les dispositions légales qui permettront à Marine Le Pen de faire valoir son innocence et sa capacité à se présenter au présidentiel devant les Français en 2027. Sébastien Chenoux, évoquons maintenant ses soutiens qui sont venus de toutes parts, parfois un peu surprenants. Juste d'abord, parenthèse, est-ce qu'à Place Vauban cet après-midi, on attend le soutien de personnalités étrangères? C'est murmuré, un Matteo Salvini, un Viktor Orban qui pourraient être présents. Dans quelle mesure ça va se matérialiser? Est-ce que vous avez des informations exclusives à nous donner? Non. Il y aura 4 prises de parole. Louis Alliot, Éric Ciotti, Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est un problème qui touche la classe politique française et dans laquelle la classe politique française va s'exprimer. En tous les cas, nos représentants et nos alliés nationaux vont s'exprimer. Maintenant, Marine Le Pen, elle a reçu des soutiens, effectivement, de dirigeants politiques dont certains disent que ce sont des dirigeants autoritaires. Moi, je ne récuse pas le fait qu'effectivement, Trump ou Orban soient des gens qui aient un caractère autoritaire, mais ils sont élus. Ils sont les représentants de démocratie. Leur peuple les ont choisis. Ça plaît peut-être pas. Ça déplaît probablement à beaucoup de gens ici, mais on ne va pas changer le peuple. Ça, je sais que c'est le grand fantasme de la Macronie. Quand le peuple s'exprime mal, il faudrait changer le peuple. Non, ils ont été élus. Ce sont donc des démocrates. Vous êtes à l'aise donc avec tous ces soutiens? Mais nous en prenons acte. Oui. Ça ne nous lie pas, ça ne nous oblige à rien. Mais je crois que, regardez, c'était Matteo Salvini, ou c'était aussi en Italie, mais pas seulement, la presse espagnole, la presse suisse. Enfin, moi, j'ai regardé ce que disait la presse internationale. Il y a un émoi, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit d'abord que l'image de la France, elle est écornée à l'international. Ça nous dit aussi accessoirement que Marine Le Pen est probablement, peut-être à l'exception de Brigitte Bardot, mais la Française la plus connue au monde. Et donc, je pense que pour la France, c'est pas une belle image qui est renvoyée. Soutenue par des régimes, la première réaction est venue du Kremlin. Pas terrible. Orban est votre allié aussi au Parlement européen, mais la manière dont ces régimes... voilà, donc on peut effectivement s'interroger, se dire, tiens, l'international illibéral se met en place et le Rassemblement national en fait partie. Vous n'êtes dupe de rien comme nous. Poutine, en réalité, renvoie un boomerang à Emmanuel Macron et à l'Union européenne qui lui ont tant donné de leçons. Et d'ailleurs, il mérite d'en prendre probablement un certain nombre. Mais la réalité, c'est que derrière ça, il y a aussi des gens qui disent à la France, vous, dirigeants français, qui nous donnait des leçons à la Hongrie sur la démocratie, l'Union européenne qui nous donne des leçons, qui veut nous brider, etc. Regardez ce qui se passe en France. Vous êtes prêts à priver la leader de l'opposition, la femme politique française préférée des Français, en tête de tous les sondages, vous êtes prêts à la priver du rendez-vous à la présidentielle. Et vous allez venir faire des remarques sur notre régime, sur notre démocratie à nous. Donc vous voyez bien, il y a ce côté boomerang qui est renvoyé, qui renvoie probablement les éternels donneurs de leçons à leur petite cuisine. Mais vous faites référence aussi par exemple à un J.D. Vance qui avait justement fait des leçons à l'Europe sur nos démocraties. Vous n'étiez pas très à l'aise non plus à l'époque là-dessus. Là désormais, finalement, on peut y trouver du bon, c'est ça? Je ne donne de leçons à personne, je n'accepte pas non plus
en recevoir et les Américains n'ont pas à nous donner de leçons. Et peut-être qu'on va d'ailleurs... C'est de l'ingérence, dit aujourd'hui François Bayrou, hein, les positions venues de l'étranger. C'est pas ça de l'ingérence. L'ingérence, ce n'est pas ça. C'est une façon de juger, en tous les cas, et d'apprécier ce qui se passe dans notre pays. Et j'appelle pas ça de l'ingérence. C'est souvent malvenu. Je pense que chacun ferait mieux de regarder chez lui ce qui se passe avant de juger ce qui se passe chez le voisin. Mais c'est pas de l'ingérence. Je n'utiliserai pas ce terme-là. Pas de l'ingérence, juste pour être complet, du coup, des messages vidéo peut-être de ce soutien étranger ou non, c'est vraiment pas prévu. On n'a pas de lien à avoir. Ils ont dit ce qu'ils pensaient. Et je vous le dis encore une fois, ce qu'ils pensent, c'est bien triste pour notre pays finalement. On va effectivement parler de Donald Trump, sa politique commerciale. Juste peut-être un dernier mot, Sébastien Chenu, quant à votre stratégie judiciaire en appel. Le JDD, le journal du dimanche, se fait aussi l'écho peut-être de votre volonté de changer, peut-être de ne pas avoir la même attitude qu'en première instance. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que sincèrement, j'ai pas échangé avec les avocats de Marine Le Pen à ce stade-là, mais je me rappelle avoir été choqué, moi, par là encore une fois, dans la décision, il était écrit « ça vient d'un parti qui conteste les institutions européennes, donc c'est plus grave que si ça venait d'un parti qui ne les conteste pas ». Enfin, comment un juge peut-il apprécier ça? Donc ça veut dire que tous les élus, selon ce qu'ils pensent, n'ont pas à être traités de la même façon. Voyez-vous, il y a quand même des choses qui questionnent dans cette mesure d'exécution provisoire et dans les motivations politiques de celle-ci. Donald Trump, donc, je le disais, qui se fait l'avocat de Marine Le Pen, qui demande même à ce qu'on la libère. Il n'a pas complètement suivi l'actualité jusqu'au bout ici en France. Mais cette guerre commerciale enclenchée, le Premier ministre parle d'une décision gravissime, le Président de la République d'une décision soudaine et infondée. François Bayrou qui le dit, les conséquences seront importantes. La politique de Trump peut nous coûter plus de 0,5 points de PIB, Arlette Chabot. Oui, ça veut dire que vous pensez que l'Europe doit répliquer. Quelle mesure de réplique? Ou essayer de négocier au maximum? Est-ce que vous approuvez aussi que le président de la République demande aux grands groupes de geler toute implantation et tout investissement aux États-Unis dans la période? Bon, la relation économique entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est 1700 milliards par an. Donc c'est quand même une relation excessivement importante. Il faut en prendre soin. Donald Trump prend des décisions qui vont avoir, à mon avis, deux types de conséquences. Une surenchère tarifaire, ça c'est la première chose, et puis probablement une inflation. En tous les cas, aux États-Unis, ça semblerait être le cas. De notre côté, on aura évidemment des conséquences. Alors, derrière ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ceux qui nous gouvernent si mal, qui ont créé 300 milliards d'euros de dettes supplémentaires dans notre pays, vont trouver là une justification à leurs mauvais résultats. Alors un coup, c'est la guerre en Ukraine, un coup, c'est les mesures de Donald Trump. Non, la situation de la France d'aujourd'hui, 300 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Nos déficits, c'est les politiques de Gabriel Attal, qui ferait mieux d'en parler pendant son meeting cet après-midi au lieu de vomir sur Marine Le Pen. C'est tous ceux qui se sont succédés. Ça, c'est la réalité des choses. Maintenant, quelles mesures prendre? Parce qu'évidemment, on ne va pas rester les bras ballants. Il faut réagir, il faut répliquer. Bien entendu. Il ne faut pas juste négocier. Elles sont de plusieurs types. J'en vois 4. D'abord, évidemment, là aussi, agir sur les tarifs douaniers. Nous aussi, on doit agir sur les tarifs douaniers. À l'instar de la Chine, par exemple? Mais oui, mais en ciblant, si vous voulez. Moi, je pense que, par exemple, laisser l'Union européenne faire augmenter les tarifs douaniers sur le bourbon, qui est assez peu bu, assez peu consommé en France, mais qui aura comme mesure de rétorsion que les États-Unis augmentent leurs tarifs sur notre cognac, c'est pas une bonne chose. Il faut y aller, à mon avis, sur les GAFA, sur la tech. C'est là où ils sont sensibles. Donc ça, c'est la première chose. Ça ne peut pas être la seule chose. On doit avoir un plan de soutien ici aux filières qui sont en difficulté. J'ai vu que l'Espagne mettait un plan de soutien en place de plus d'1 milliard sur ces filières en difficulté. Il faut l'avoir. D'ailleurs, je me demande où en est le voyage que devait entreprendre François Bayrou avec la Chine, justement pour parler de tout ça. Ça aussi, il faudrait peut-être un moment en parler. Ce n'est plus à l'agenda, en tout cas. Ce n'est plus à l'agenda. Ça tombe mal parce que ça me semblait être prioritaire. Produire, se délester d'un certain nombre de normes ici qui nous empêchent de produire, réindustrialiser le pays, c'est le chemin que nous considérons comme devoir être pris depuis plusieurs années. C'est le troisième axe, réindustrialiser le pays. Moins de normes, arrêter avec la décroissance, ça c'est le troisième levier. Le quatrième levier, se tourner aussi vers des pays émergents, vers presque des pays continents, je pense comme l'Inde, avec laquelle on entretient d'excellentes relations pour développer
développer aussi notre économie. Donc vous voyez, il y a quatre axes. Il y a les tarifs douaniers, la réindustrialisation du pays, la nécessité de se tourner vers d'autres partenaires et puis un soutien aux filières en difficulté. Sur ces 4 axes, j'entends pas beaucoup de choses dans l'interview. Je ne lis pas grand-chose dans l'interview de François Bayrou. Vous avez entendu le président de la République, en revanche, qui a réuni les industriels. Il a été très clair sur les répliques. Et cet appel au patriotisme également qui doit vous parler. Éric Lombard le dit, en gros, continuer d'installer des industries aux États-Unis, c'est donner un point finalement à Donald Trump. Et donc, c'est très étrange ça, parce que je pense que les industries, justement, elles ont leur agenda, elles ont leurs projets, elles ont leur dynamique qui ne date pas d'aujourd'hui, et dire dès demain il faut qu'elles arrêtent, je pense que c'est pas la bonne réponse. Ça montre qu'en fait ces gens savent pas ce que c'est que le patriotisme économique. Ils l'ont tellement banni de leur réflexion qu'ils ne savent pas ce que c'est. Tout comme le protectionnisme, il y a un protectionnisme qui marche. Vous regardez la Chine, elle a protégé son industrie au point de nous inonder de ses produits sans que le retour soit fait. Regardez la Suisse. En fait, il faut protéger par filière. C'est pas faire un protectionnisme tous azimuts comme le fait d'ailleurs Donald Trump. C'est protéger des filières qu'on veut préserver. Notre filière viticole et vinicole, on doit la protéger. Donc, en fait, ils ne savent pas ce que c'est que le patriotisme économique parce qu'ils l'ont combattu. Donc, le gel des investissements, ce n'est pas un patriotisme économique. Mais aujourd'hui, sur les 4 leviers que je vous ai proposés, j'entends très peu le gouvernement. Et sur la tech, sur le numérique, oui. Oui, à peine, madame, à peine. Et en tous les cas, ils ont laissé l'Union européenne augmenter les tarifs douaniers sur le Bourbon, alors que c'est nous qui allons subir une mesure de rétorsion parce que c'est la France qui est quand même leader sur le marché du vin en Europe. C'est nous, donc si vous voulez, ça veut dire qu'ils ne savent pas faire. Mais vous, le vice-président du RN, premier parti d'opposition, est-ce que par exemple une image d'un grand patron français mise en scène dans le bureau ovale, annonçant des milliards d'investissements, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on sait que l'arme de la communication pour Donald Trump, c'est une manière aussi de gouverner, c'est inenvisageable quand même. On peut entendre cet appel à... Il y a des symboles. Il y a des symboles et moi je fais confiance dans le fait que les patrons français soient attentifs à ça, ne serait-ce que pour l'image de leur entreprise, ils le sont. Mais attention, les calendriers des investissements économiques, ils ont été décidés il y a longtemps, il y a plusieurs années de cela, pas aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans un seul type de réponse. Il faut avoir une espèce de capacité à s'étendre sur plusieurs sujets, à être réactif et puis aussi à protéger notre énergie parce qu'on ne réindustrialisera pas notre pays sans la protection d'une énergie ici qui ne nous coûte pas cher parce qu'on sait bien la produire. Mais quand je vois là aussi encore le plan pluriannuel de l'énergie de François Bayrou, je m'inquiète. Il a accédé à votre demande. Il y aura un débat. Non, il y aura un débat. On veut un débat avec un vote. Un débat à l'Assemblée nationale, vous savez ce que c'est un débat à l'Assemblée nationale? Chaque groupe vient livrer son analyse. C'est ça un débat à l'Assemblée nationale. C'est pas un échange d'arguments, c'est un échange de discours. Nous, ce qu'on veut, c'est un vote derrière. Parce que le plan pluriannuel de l'énergie que porte François Bayrou, il n'est pas au niveau de ce à quoi il doit, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur l'hydrogène, par exemple. Il met il met beaucoup d'argent dans l'éolien, dans l'intermittent, ce que nous contestons. Nous considérons qu'il nous affaiblit. Il manque des rendez-vous, il manque des cibles, et il se fait sur des critères, sur des objectifs qui sont inatteignables. Donc nous disons, il faut voter sur ça. Sinon, de toute façon, tel qu'il est, il ne nous permettra pas, ce plan, de préserver notre industrie et de réindustrialiser notre pays. Sinon, ça non. Exactement, censure. Oui. Nous, on ne s'empêchera de rien. En tous les cas, si François Bayrou s'obstine avec un plan pluriannuel de l'énergie sans vote et qui est à ce niveau-là, il risque la censure. Sur les retraites, il risque la censure. S'il a voulu faire une entourloupe, d'abord aux socialistes, mais un socialiste, ça s'entourloupe assez vite. Mais s'il a voulu, en tous les cas, entourlouper les Français sur les retraites, il risque la censure. Oui, François Bayrou n'est pas très loin de la censure. Malgré la situation politique de votre parti. On s'interrogeait avec Arlette. La position dans laquelle vous êtes, peut-être vous empêche d'appuyer sur le bouton, demander à nouveau la dissolution, de répéter, de demander une démission du président de la République. Aujourd'hui, c'est pas possible. Si demain il devait y avoir dissolution, au mois de juillet prochain, oui, Marine Le Pen ne pourrait pas être. Elle ne pourrait pas être candidate. Vous croyez que ça l'empêcherait je vous pose la question. C'est bien mal la connaître. Nous avons enregistré 20 000 adhésions cette semaine supplémentaires. C'est le dernier des comptes. 20 000 adhésions en plus. Nous avons enregistré 550 000
signatures à notre pétition, c'était avant-hier, ça. Donc on doit en être à 600 000. Et vous croyez que Marine Le Pen va s'empêcher, parce que c'est l'intérêt du pays, de censurer un gouvernement parce qu'elle-même ne pourrait pas se représenter comme députée? C'est bien mal la connaître. Marine Le Pen, elle fera toujours passer l'intérêt du pays avant le sien. Ouais, on va parler du budget aussi. On l'a un peu évoqué, Arlette Chabot, mais il y a cette présentation voulue par le Premier ministre milieu du mois d'avril prochain aux Français, une espèce d'épreuve de vérité. Pas très bien compris les contours, mais bon, ça se rapproche. Il dit même, compte tenu de la situation et des décisions américaines, il avait parlé de l'Himalaya ou des sommets de l'Himalaya qu'il faudrait franchir. Il pense qu'il a été optimiste en parlant d'Himalaya. Ça sera encore plus dur avec toutes les contraintes qui sont là. Est-ce que vous allez participer, j'allais dire, positivement à la discussion, ou bien vous mettez déjà 1, 2, 3 lignes rouges, puisque j'ai bien compris, vous ne vous interdisez rien? Mais on a toujours participé aux discussions. Vous voyez, cette semaine, je vais être reçu avec mes collègues Roger Chudeau et Thierry Tesson, qui sont 2 députés spécialisés de l'éducation, par Elisabeth Borne, pour parler de la politique éducative. Nous y allons, parce que nous considérons que c'est une préoccupation majeure dans notre pays, que la politique éducative. Madame Borne nous consulte. Elle fera ce qu'elle veut de nos idées, de nos propositions, mais nous y allons parce que toujours nous participons à la réflexion, à la proposition. Critiquer c'est bien, proposer c'est mieux. Oui. Marine Le Pen nous a toujours dit ça. Nous faisons œuvre de proposition. Nous participerons aux discussions si on nous demande notre avis. Mais aujourd'hui, on voit bien que le Premier ministre ne cherche pas à changer les choses, il cherche à gagner du temps. J'ai l'habitude de dire, vous proposeriez à François Bayrou d'être Premier ministre pendant 15 ans en échange de ne rien faire, il signe tout de suite. Gagner du temps. Tous ces gens ne cherchent plus à changer le cours des choses, à améliorer la vie des Français, ils cherchent à gagner du temps, parce que gagner du temps, ça leur permet d'essayer de dissiper la catastrophe des politiques qu'ils ont menées depuis tant d'années. On a l'impression qu'il y a un déficit qui pourrait être un peu plus important que prévu, c'est ce que laisse entendre Éric Lombard. On ne touche pas aux dépenses sociales, on n'augmente pas les impôts. Donc au bout du compte, forcément, s'il faut faire un effort pour la défense et conséquences des décisions américaines, le déficit et les perspectives de réduction du déficit. Ils vont encore creuser le déficit qu'ils sont habitués à creuser depuis des années. Et puis de l'autre côté, on ne touchera pas aux dépenses taboues, celle de l'immigration. On continuera à accueillir 500 000 personnes par an dans notre pays, qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner, qu'il faut loger. Mais là, rien, aucune mesure. Même un retaillot par-ci ou un retaillot par-là n'appuie sur un bouton qui permet de toucher aux dépenses taboues de l'immigration dans ce gouvernement. Donc oui, ce gouvernement est en train de nous dire nous allons laisser le déficit. Finalement, c'est leur œuvre, le déficit, c'est leur œuvre majeure que de nous livrer une France abîmée, déconstruite, presque ruinée, uberisée, et ce sera à nous de remonter la pente et de remonter le terrain. Nous y sommes prêts. On ne se défilera pas. Eux se défilent et prennent tous les prétextes. Nous, on ne se défilera pas. Vous évoquiez le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui, sur le dossier algérien, ces derniers temps, est plutôt silencieux. Lui a-t-on demandé de l'être? On se pose la question. Mais en tout cas, ça semble avoir un effet, puisque le ministre des Affaires étrangères est en ce moment même en Algérie, en visite avec son homologue. On va peut-être le voir en photo, c'était ce matin. Est-ce que finalement la diplomatie est plus efficace que le rapport de force, Sébastien Chenu? Pour l'instant, rien ne fonctionne, en tous les cas, au moment où nous parlons. Au moment où nous parlons, la visite ne vient que de débuter. Donc. D'accord, mais pour Bruno Retailleau, donc maintenant, les OQTF, l'aide médicale d'État, les sorties scolaires voilées, tout ça, il a perdu sur tous les sujets. On lui a demandé de se taire, visiblement. Il est remplacé par Jean-Noël Barrot pour aller parler avec l'Algérie. Vous me direz, Jean-Noël Barrot, c'est celui qui va dans les mosquées pour les ruptures de jeûne, c'est celui qui s'agenouille, donc c'est facile d'envoyer Jean-Noël Barrot. Au moins, on est sûr qu'il s'agenouillera un peu plus. On a renoncé. Beaucoup de ministres l'ont fait, la rupture du jeûne. Oui, mais on a bien vu ce que ça donnait. Dans un contexte de crise tel que celui-ci, c'est-à-dire où nous devons entamer un bras de fer avec l'Algérie, l'idée d'ouvrir 20 consulats supplémentaires pour l'Algérie dans notre pays, comme l'a fait Gérald Darmanin, ou d'aller s'agenouiller devant les autorités algériennes, comme l'a fait Jean-Noël Barrot, ce n'est pas l'idée que je me fais d'un rapport de force. Aujourd'hui, Boualem Sansal est toujours emprisonné et on attend une grâce présidentielle condamné de M. à 5 ans de prison. Et en échange, remise à zéro des compteurs, l'Algérie ne récupérera toujours pas ses OQTF. M. Tebboune a gagné la partie, il a fait monter la pression, il a mis en prison un écrivain franco-algérien
incroyable, qui n'a rien à se reprocher. Il va le libérer alors qu'il n'a rien à se reprocher, il ne devrait pas être en prison. Il va le libérer et en échange, on met les compteurs à zéro, on ne parle plus de rien. Bruno Retailleau rentré à la maison et on retrouve un dialogue avec une Algérie qui ne reprendra aucun OQTF. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur, selon vous, devrait démissionner? Il avait laissé Mais il n'a rien la à faire menace dans ce gouvernement. Mais il n'a rien à faire dans ce gouvernement. Le problème, c'est que Bruno Retailleau a voulu, en entrant dans ce gouvernement, y est allé pour une chose, piquer la place de Laurent Wauquiez, se faire une place au soleil pour les prochaines présidentielles. Vous disiez, il est un peu notre porte-parole, vous saluez. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il n'a rien à faire là-dedans. Il n'a pas les leviers, ils ne sont pas d'accord avec lui. Demandez à M. Lombard. Rien à faire là-dedans, peut-être travailler avec vous alors dans ce cas-là. Mais il ferait mieux de venir travailler au redressement du pays pour mettre en place nos idées qu'il partage visiblement bien des fois, plutôt que d'être le supplétif de gens avec lesquels il ne partage pas grand-chose. Sébastien Chenu, merci beaucoup. Merci mesdames. D'avoir été notre invité ce dimanche. Vous rejoignez la place Vauban.